Voilà, c'était un premier aperçu. Vous avez évidemment beaucoup d'autres informations qui sont sur notre site. Merci Christian. Je vais demander maintenant à Marc Géliska de nous parler emploi. Et donc de présenter rapidement cette étude qui a été réalisée par le CIRED, par le CNRS CIRED, sous l'égide de l'économiste Philippe Quirion. Un petit mot avant de laisser la parole à Marc sur les conditions de cette étude. C'est une étude qui a été réalisée de façon très étroite avec nous et à peu près durant 9 mois. Avec un niveau de détail assez important que vous pouvez avoir sur le rapport du CIRED qui est téléchargeable sur notre site, où on a opéré une désagrégation assez fine de l'ensemble des postes de consommation, dont on va parler ensuite après Marc. Un mot aussi de remerciement à Philippe sur ce travail-là. Pourquoi un travail en association très étroite? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu en fait que si on n'avait pas une vraie symbiose, eh bien on pouvait faire énormément d'erreurs dans ce domaine de l'économie. En matière d'énergie, 5 TWh plus 5 TWh, ça fait à peu près 10. Et encore, il faut vraiment qu'on balise bien les hypothèses. En matière d'économie, c'est encore plus compliqué. Et il faut vraiment rentrer dans un détail. Je voudrais remercier ici Philippe, donc, qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui, retenu par son enseignement à Berlin. Bonjour tout le monde. Donc là, on va arrêter de parler de térawattheure, de mégatap et autres. On va parler de choses plus banales, on va dire, dans le discours public. C'est les emplois et l'investissement qui est lié. Alors c'est un sujet qui est très important, évidemment. On avait assumé, quand on a sorti le scénario en 2011, si vous vous en rappelez, que c'était un scénario uniquement technique. On a apporté la preuve de la faisabilité technique, donc sur le plan de l'énergie, des gaz à effet de serre et des ressources, d'un scénario quasi 100% renouvelable. On nous avait reproché à l'époque de ne pas donner d'informations sur les composantes économiques et sociales. C'était quelque chose d'assumé. Entre-temps, on a fait le travail, donc, notamment grâce à Philippe et avec d'autres, qui a abouti à cette publication. Donc ça va être une répétition de ce qui a été fait l'objet d'une conférence de presse il y a quelques semaines, enfin je crois que c'était au mois de mars. Donc pour ceux qui y étaient, ça va être une redite, mais c'est très important dans le cadre du débat aujourd'hui, parce qu'on continue à voir la littérature passée reprochant à Négawatt de ne pas avoir de vision sur l'économie et sur l'emploi, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, c'est plutôt les autres scénarios, un certain nombre d'autres scénarios qui manquent aujourd'hui sur ce registre-là. Donc quelques petits rappels. Alors, cette étude, la méthodologie, c'est Philippe Quirion qui l'a développé. Qui l'a développé lui-même. C'est un chercheur du CNRS qui est par ailleurs membre de l'association Négawatt. Il assume complètement, mais sa méthodologie est totalement transparente. Elle est objet de critique éventuellement, et elle a fait objet de publications scientifiques. Donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est tout à fait solide. Donc je vais vous la présenter rapidement, comme il l'aurait fait lui, mais il l'aurait fait sûrement mieux que moi. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on part sur... Donc à partir d'un certain nombre de travaux antérieurs, comme tous les scientifiques le font régulièrement, donc les actions de politique sur le climat, notamment l'exemple des activités d'isolation, a priori créent des emplois d'un côté, mais et réduisent des activités émettrices de gaz à effet de serre de l'autre côté. Là on parle de politique climatique, notamment sur le charbon par exemple. Mais elles ne font pas que réduire, développer d'un côté, en disant les actions, elles détruisent aussi des emplois dans d'autres secteurs, typiquement les structures qui commercialisent les énergies dont on a moins besoin, on va détruire des emplois. Et donc au total, on va avoir un effet, ce qu'on appelle un effet net sur l'emploi, qui peut être positif ou négatif. Donc, il s'agit d'emplois directs et indirects. Donc les emplois directs sont les emplois dans les entreprises concernées directement. Les emplois indirects sont les emplois chez les fournisseurs de ces entreprises-là. Bon, c'est des méthodes économiques qui sont assez connues, assez répertoriées. Il y a des classifications de l'INSEE, il y a des statistiques, tout ça est documenté. Et donc c'est simplement un moulinage, on va dire, autour de paramètres et de méthodologies tout à fait éprouvées. Au-delà de cet effet direct, on va avoir, ces actions vont entraîner un surcoût ou une économie pour les ménages et les entreprises. Si vous faites des économies d'énergie, vous dépenserez moins d'argent pour ça, donc vous pourrez éventuellement le dépenser sur autre chose, ou à l'inverse. Les effets peuvent être dans un sens ou dans l'autre. Donc ça va avoir un effet sur la demande des autres activités en dehors du secteur de l'énergie proprement dit. Et donc là aussi, ça va détruire ou créer ce qu'on appelle des emplois induits. Alors cette notion d'emploi induit,
elle est délicate à manipuler. Ce ne sont pas des emplois comme entre emploi direct et indirect. Il y a un lien quasiment automatique, on va dire, avec un contenu alors qui va être différent selon les secteurs, mais on peut passer de l'un à l'autre relativement facilement. Là, la notion d'emploi induit, c'est bien une notion sur l'ensemble de l'économie. Ça, notamment si on fait des actions d'efficacité et de sobriété qui vont réduire la facture énergétique des ménages et des entreprises, ça va libérer, entre guillemets, du pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat va pouvoir être utilisé pour faire autre chose que de lâcher de l'énergie. Ça peut être pour financer des spectacles vivants, ça peut être pour partir en vacances pas trop loin quand même, acheter un vélo, etc. Donc on a un effet induit sur l'emploi qui est, on va dire, globalement dans l'économie et qu'on n'a pas été, qu'on ne peut pas, et ce n'est pas du tout le sujet, tracer point à point. On ne dit pas exactement. On n'a pas le pouvoir ni l'intérêt de dire exactement où ça va, mais par contre, on peut chiffrer globalement ce pouvoir d'achat qui se chiffre en centaines, en milliards d'euros, va créer comme emploi en moyenne dans l'économie. Et donc, au total, on a un effet sur la demande d'emploi, un effet sur salaire, et puis les autres rétroactions macroéconomiques. Et ça, là, ce domaine-là, c'est celui avant lequel on s'est arrêté, justement, dans l'exercice avec Philippe, puisque ça, là, c'est le domaine de ce qu'on appelle la macroéconomie, c'est-à-dire une approche globale de l'économie avec des boucles de rétroaction. Il y a des économistes après moi qui parleront bien mieux de ça que moi. En tout cas, l'exercice qu'on a mené avec Philippe s'arrête avant cet exercice macroéconomique. C'est du sectoriel, on va dire. Donc, on a examiné un certain nombre de secteurs que je vais décrire rapidement, de manière très précise, les secteurs évidemment les plus importants dans le cadre de la transition négawatt, pour arriver à des résultats chiffrés en emploi. Donc voilà les résultats sur les renouvelables. Alors on observe pas mal de choses intéressantes, on ne va pas être trop long parce que ça vous pourrez le retrouver éventuellement. On voit en tout cas que l'essentiel, donc d'un côté c'est le tendanciel, ce qui se passerait si on ne faisait pas négawatt, et de l'autre côté négawatt. Un point important, c'est la place de la biomasse solide et gazeuse notamment, donc qui a un facteur de création d'emplois tout à fait important, pas loin de la moitié au total, en 2030. Là, c'est à horizon 2030. Au-delà, c'est un peu de la spéculation, donc effectivement, l'exercice s'arrête à 2030 et non à 2050, mais on peut considérer qu'un certain nombre de tendances, de courbes se prolongent. Éventuellement, celle-là peut se ralentir, en tout cas, la pente peut se ralentir, dans la mesure où on va avoir un marché saturé, mais il y a quand même le marché de renouvellement, il va falloir renouveler les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ou un certain nombre d'années, etc. Donc en tout cas, une place de la biomasse importante. On voit aussi le photovoltaïque qui est à peu près constant sur la période, et puis l'éolien qui est à peu près équivalent au photovoltaïque en termes de contenu d'emploi. Ça s'appuie sur des références tout à fait documentées de l'industrie existante aujourd'hui dans le monde, parce qu'on n'invente pas l'eau tiède. Ce sont des industries existantes qu'on peut tout à fait tracer. Dans le bâtiment, alors là, il y a quelque chose qu'il faut bien voir entre le tendanciel, donc à gauche et négawatt, c'est la part respective du neuf et de la rénovation. Vous savez évidemment que la rénovation du bâti existant, dans le logement tertiaire et d'ailleurs tous les bâtiments, équipements et compagnie, est un point tout à fait central du CA en négawatt. C'est un sujet aujourd'hui de discussion dans le cadre du débat autour de la notion d'obligation de rénovation, alors non pas une obligation policière avec un fusil dans le dos, mais en tout cas, ça veut dire une planification à horizon de 40 ans de travaux d'isolation sur l'ensemble de la totalité des bâtiments avec des mécanismes non seulement incitatifs, mais qui vont être un petit peu coercitifs, moyennant des moyens de financement. En tout cas, quand on rénove beaucoup, eh bien, on crée beaucoup d'emplois, ça se voit à droite. Et quand on rénove beaucoup, on crée beaucoup d'emplois dans le bâtiment, mais dans le négawatt, on construit moins de logements qu'on en construit actuellement. Donc il y a un effet de bascule au sein du secteur du BTP entre le logement neuf et la rénovation, avec au passage une évolution des métiers. Les qualifications pour la rénovation sont probablement plus élevées. En tout cas, c'est plus délicat. Chaque bâtiment est très particulier. On va passer des couleurs de béton et des poseurs de plaques de plâtre à une qualification, enfin des métiers peut-être à inventer, de rénovateurs des bâtiments, qui sont aussi métiers probablement plus qualifiés. Mais en tout cas, on voit bien la différence entre les deux, le rapport. Et d'une manière générale, le secteur du bâtiment, tout cumulé, est nettement plus créateur d'emplois dans le CA en négawatt que dans le tendanciel. C'est ça aussi qui est important. Troisième poste, les transports. Alors là, il n'y a pas une grande différence en termes de total d'emploi. Par contre, il y a une évolution, évidemment, avec une montée en puissance de tout ce qui est les transports en commun, aussi bien pour la construction des matériels que pour l'exploitation, qui est assez intensive en emploi. Une diminution de l'autre côté du fret routier et de l'automobile,
alors qui sont des secteurs aujourd'hui relativement importants, mais dont il faut assumer qu'ils seront moins importants dans l'économie en valeur absolue et en pourcentage dans un scénario négawatt. Et donc on voit une évolution, on va dire, assez logique aussi par rapport aux fondamentaux. Enfin, les énergies, la production d'énergie en dehors des énergies renouvelables, on voit bien la diminution évidemment du pétrole qui est très nette. Le gaz naturel fossile diminue moins. Le charbon, il est quasi inexistant. Alors la production d'électricité non renouvelable, c'est en grande partie le nucléaire. Donc on voit d'abord que la part d'emploi dans le nucléaire n'est pas extrêmement importante. Enfin, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'emploi dans le secteur. Elle diminue, on va dire, doucement au fur et à mesure de la fermeture des centrales. On voit le démantèlement qui compense seulement partiellement cette perte d'emploi dans le secteur du nucléaire. Et puis, on voit bien aussi que l'EPR et la progression des centrales existantes, qui sont uniquement du côté tendanciel, évidemment, n'apparaissent pas du côté de négawatt. Par contre, quelque chose de très important, c'est l'emploi dans les réseaux de gaz et d'électricité, alors qu'ils sont mis ici, la production, c'est un peu entre la production et la consommation, mais c'est quelque chose aussi qui découle évidemment de la nécessité d'avoir des réseaux. Alors, c'est pas obligatoirement, il y a de l'investissement probablement un petit peu, mais il y a aussi beaucoup de la gestion, de l'exploitation, de l'intelligence, comme on dit, les réseaux intelligents et l'interconnexion entre ces réseaux sont tout à fait pourvoyeurs d'emplois, puisque à 2030, c'est quasiment la moitié des emplois dans le secteur au sens large de la production d'énergie. Donc voilà quelques secteurs passés en revue. Là, vous avez le cumul de tout ça, plus quelques autres dont je n'ai pas parlé. Et on a donc toutes les lignes jusqu'à l'avant-avant-dernière sont relatives à des secteurs, donc avec une notion d'emploi direct et indirect cumulé, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis l'avant-dernière ligne, c'est ce fameux effet induit sur l'emploi, qui est ce que l'augmentation, enfin le pouvoir d'achat libéré par les économies générées va permettre d'injecter dans l'économie et de créer des emplois dans des secteurs donc relativement diversifiés. Et on voit au total que cet effet induit, il est tout à fait important. C'est probablement, c'est même lui qui a la plus grande importance quantitative. En gros, on peut dire qu'on se libère des importations de pétrole, des 60 ou 70 milliards d'euros qu'on importe de pétrole chaque année, et qu'on les retrouve dans l'économie pour faire autre chose. Alors évidemment, une partie va vers le secteur de l'énergie ou du bâtiment pour l'isolation, et une partie va aller dans l'économie en général. À nous de décider où est-ce qu'elle sera le plus pertinente, en évitant évidemment des dépenses qui vont générer des besoins de consommation d'énergie. Et donc on voit que dans ce cadre-là, le total des emplois créés en 2030 s'élève à 630 000 emplois, donc un chiffre tout à fait important. Et en plus, ce sont des emplois pérennes, évidemment, puisque ce mécanisme-là installe dans la durée un modèle économique un peu différent. Et donc, c'est bien de cela qu'on va parler maintenant, avec dans les tables rondes, sur l'effet sur la société de ce type de projet. Ce n'est pas un projet seulement énergétique, c'est donc bien un projet économique et social. On parlait Thierry avait mentionné la notion de sortie de crise. On voit qu'avec des chiffres de cet ordre de grandeur, c'est bien un débat autour de cette question qui doit être posé et pas seulement marginal sur quelques emplois dans le photovoltaïque ou dans d'autres secteurs. Alors, un résumé en 10 points clés. Vous trouverez tout ça sur Internet et il y a un document de 6 pages qui reprend un peu tout ça. C'est très rapide. Donc, les 10 points clés, je les ai cités, mais je vais les rappeler pour mémoire. Dans le bâtiment, c'est l'existant qui est très fortement créateur d'emplois durables. À l'inverse, dans la construction neuve, on a plutôt une baisse structurelle du nombre d'emplois. Mais globalement, dans le bâtiment, on a une augmentation de l'emploi dans le bâtiment, qui est un des secteurs clés de la transition, évidemment. On a une mutation des emplois dans les transports avec une légère baisse, mais on va dire en ordre de grandeur quasiment équivalente. Et puis les énergies renouvelables, toutes confondues, qui deviennent un secteur majeur de l'économie et de l'emploi, et avec à l'intérieur des énergies renouvelables le rôle de la biomasse qui est tout à fait important, donc la moitié, je le rappelle, ce qui est important aussi en termes d'aménagement du territoire, parce que la biomasse, ça se passe beaucoup à la campagne, et donc dans les territoires plutôt ruraux, et ça aussi c'est une question qui mérite d'être posée, en dehors de la quantité d'emplois, de leur qualité, il y a aussi leur localisation qui doit être, à mon avis, un objet de discussion. On voit aussi qu'on a un impact limité finalement de l'abandon du nucléaire. D'abord parce qu'il faut continuer à surveiller les centrales pendant quelques siècles. Donc il va falloir un peu de gens quand même. Le démantèlement ne compense pas, loin de là, mais quand même, on peut créer une industrie exportatrice en plus sur ce sujet-là. On a des emplois donc finalement en emploi direct et indirect
qui font plus que compenser les pertes d'emplois, directes, indirectes, dans les secteurs en perte de vitesse suite à la transition énergétique. Et puis ce fameux effet induit sur l'emploi, qui est extrêmement positif et durable, donc qui est bien un des enjeux les plus importants. Donc finalement, la transition, pour nous, et là on ne le prouve pas avec des térawattheures ni des mégatep, mais avec des euros et des emplois surtout derrière, c'est un investissement vertueux pour l'emploi. Et je dois dire à ce titre-là qu'on a beaucoup de mal à comprendre, dans le cadre du débat sur la transition auquel je participe également, la position des syndicats. La plupart d'entre eux, c'est vrai, sont représentés par les fédérations mine-énergie, donc les gens qui défendent leur emploi, certains sont administrateurs d'EDF, mais la position extrêmement conservatrice des syndicats sur la question de la transition énergétique est un sujet de perplexité. Quand on sait qu'en Allemagne, c'est bien avec les syndicats et avec les entrepreneurs, avec le MEDEF allemand, que s'est signé l'accord de sortie du nucléaire en 2001, ça n'a pas été un accord politique entre les Verts et le SPD, contrairement à ce qui se dit, c'était un accord qui a été co-signé par l'équivalent du MEDEF allemand et les syndicats sur la base de ce type d'analyse, dont d'ailleurs l'expérience allemande nous prouve que c'est une réalité et pas un rêve, puisqu'en Allemagne, on parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois créés, à la fois dans la rénovation du bâtiment, dans l'isolation thermique, et à la fois dans les renouvelables. Donc un challenge pour la France, non pas d'y arriver, mais déjà de commencer à en parler sérieusement. Et on a commencé aujourd'hui. Merci.